La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. En Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Georges, comment tu vas ? Salut Mathieu, très bien et toi ? Ouais, moi ça va, je viens de me prendre une petite gamelle à vélo en rentrant, mais à part ça, tout va bien. J'espère. Non, plus de peur que de mal, mais c'est vrai que tu vois, toi t'as eu une angine la semaine dernière, moi j'ai failli me finir les 4 fers en l'air là, donc bon, voilà, tout est À bien. choisir, je prends l'angine quand même. Tu prends l'angine ? Ok, ça roule. Bon, bah du coup, parlons de toi. On est là pour parler de toi pendant 25-30 minutes. De ton parcours de tech, d'entrepreneur aussi, puisque tu as un parcours d'entrepreneur. Et du coup, je te propose que tu commences par te présenter en 3 phrases maximum. Alors, tu peux faire une, tu peux faire 2, mais 3, c'est bien. Ok, je vais essayer 3. Georges Planck, papa de 2 enfants en bas âge, CEO d'un dev shop Sazak, et ancien CTO et cofondateur d'une solution de retail excellence qui s'appelle Simplifield. 3 phrases. Ok, magnifique. Cool. Du coup, genre, j'ai envie de commencer par une première question qui est, donc toi, ça fait longtemps, t'as une carrière de plus de 10 ans dans la tech déjà, t'as combien ? T'as 15 ans, un truc comme ça ? Oh, ouais, 15 ans, 15 bonnes années. 15 ans dans la tech, ouais. On est entre les 15 et les 20. Là. D'accord, ok, ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement. Et donc, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, c'est quoi un petit peu tes premiers souvenirs de la tech ? Il y en a pas mal. Alors, au tout début, ce qui m'a amené vers la tech, c'est les sciences de manière générale, physique, mathématiques, et puis voilà, début des années 2000, progressivement la tech. Ça va paraître un peu bête parce que bon, aujourd'hui ça n'existe plus, mais c'est un petit magazine hacker, il s'appelait tout simplement Hacker, voilà, qui t'apprenait deux, trois petits trucs autour de l'informatique qui donnait envie d'essayer. Ouais. Et puis c'est un peu comme ça que je suis rentré dedans. Alors j'ai toujours plus ou moins surfé avec ça, mais c'est ça qui m'a donné mes premières expériences. Ouais. Ok. Ouais, c'était un petit magazine à 2 euros. Ouais. Non, mais je vois très bien parce que tu sais que moi, j'ai écrit dans un magazine comme ça. J'avais écrit un article. D'accord. Dans un de ces magazines, il y avait plusieurs à l'époque. Il y avait Pirate Mag, enfin des trucs comme ça. Que tu trouvais cachés dans les rayons. Là, je vois très bien. Exactement. J'en ai dans mes archives quelque part. Moi, j'en ai gardé. Moi j'ai gardé ceux que j'ai écrits. Je les ai tous. C'est trop bien. Ok, et du coup, intéressant. Donc, tu as commencé par ça, mais du coup, tu as dû avoir des aventures, non ? Qu'est-ce que tu as fait de ces compétences ? Forcément, tu découvres des petits trucs, et puis bon, c'est un âge où t'es encore un peu bête, très curieux surtout. Donc, c'était la grande vague des rootkits. Donc un rootkit, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop, c'est un petit logiciel qu'on va installer sur un ordinateur qui va nous permettre de prendre tout le contrôle. Alors il faut s'imaginer que c'était des appareils pas aussi véloces qu'aujourd'hui, hein. C'était des grosses tours avec encore le CD tray et compagnie. Donc voilà. Et donc comment ça fonctionne ? C'est on essaye via du social engineering de faire télécharger le rootkit à quelqu'un. Ça fonctionne encore comme ça pour la plupart des choses. Donc on peut le masquer, le déguiser. Donc on pris les mains là-dessus. Enfin, je commençais avec ça. Et il y a quelques petites anecdotes sur le sujet puisque ça marche quand même très très bien. On a réussi à le faire. Je dis on parce que je le faisais avec mon meilleur pote. Hein. On a un peu pris goût à la tech en même temps. On a réussi à le faire installer à différentes personnes. Notamment en se faisant passer pour des filles, forcément, des jeunes filles sur les chats. C'était ça un peu le social engineering des adolescents. Oui, voilà, c'était pas du gros social engineering. Hein. Faut s'imaginer qu'on avait 14, 15 ans, voilà, à l'époque. Et donc on l'avait fait installer, et puis ça a envoyé une petite notification sur ICQ. ICQ, c'est un peu l'ancêtre
des messageries modernes qu'on a aujourd'hui, dès que la personne se connectait. Et ça nous permettait du coup de se connecter au rootkit pour lancer une série de petites actions sympathiques, rien de du coup, attends malveillant. que je récap. En gros, tu te faisais passer pour une adolescente auprès d'un adolescent qui tu lui envoyais un fichier qui était compromis. Il ouvrait ça installait en gros un logiciel sur son ordinateur qui te permettait toi d'être notifié quand il était connecté pour prendre le contrôle de son ordinateur. Exactement. Ouais, c'est ça. Okay. Donc le truc, c'est que bon, forcément, quand tu le faisais télécharger, le mec l'installait, tu le faisais passer pour une photo, forcément, c'était un exe, donc ça marchait pas, ça affichait pas de photo. Ouais. Donc il te demandait pourquoi, il fait ouais, je comprends pas, etc. Bizarre ton ordinateur. Il y a certains cas, il y en a même qui disaient mon antivirus, il me dit que c'est un virus, tu lui dis non mais t'inquiète pas, c'est vraiment une photo, je comprends pas. Déconne ton antivirus. Ouais. Voilà. Bah, c'était encore une fois au tout début et on était jeunes tous, autant nous que les cibles qu'on visait. Et du coup voilà, ça permettait de faire ça. Alors tu te connectais pas tout de suite au rootkit parce que bon sinon forcément t'étais directement grillé, donc tu déconnectais, enfin tu finissais la discussion et puis ensuite tu laissais le truc se faire et puis un jour tu recevais une notification sur ICQ, telle personne, tel rootkit s'est connecté, donc vous pouvez prendre le contrôle. Tu lançais Sub7, si ma mémoire est bonne, ça s'appelait Sub7. Et du coup, tu avais accès à un panel d'actions où tu pouvais prendre le contrôle entier de l'appareil, mais tu avais des petits trucs un peu sympas, genre mettre l'écran rose, le flipper verticalement, horizontalement, lancer une impression, lui mettre un fond d'écran Matrix où il pouvait pas en sortir. T'as une histoire marquante, particulière dans ce que t'as fait là-dessus, Ouais, bah d'ailleurs ça c'est la plus belle et c'est aussi un peu sonner le glas des trucs parce qu'en fait on avait obtenu ce qu'on voulait, un moment sympa et puis après on a un peu arrêté et on est passé à des choses un peu plus sérieuses, pas dans le monde du hacking mais dans le monde du développement pour le coup. Mais une fois on reçoit donc cette petite notification ICQ, on se connecte. Et donc là, on pouvait voir les captures d'écran. Alors c'était en 56K, donc on n'avait pas de l'instantané, on n'avait pas un flux vidéo de l'écran. On avait une image qui se rafraîchissait de temps en temps, mais suffisamment pour voir que la personne était en train de chatter avec ses amis. Donc attends, juste, t'avais une personne, tu voyais son écran et tu voyais en live qu'elle parlait à d'autres gens. Exactement, exactement. On était en train de discuter avec ses amis. Et donc, ce qui était marrant, c'est qu'on lance les petites actions de base. Donc, on flippe son écran, on le passe en rose, on le passe en bleu. Et donc, on le voit en train de chatter en live avec ses amis. Il disait, ouais, mon ordi est en train de faire n'importe quoi. Je sais pas, j'ai un virus, j'en sais rien, mais c'est vraiment trop chelou ce qui se passe. Et donc, on continue à jouer, on ouvre son CD, donc on voit réagir, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, on lance une impression avec un mot, alors je me souviens plus de ce qu'on avait écrit, mais genre on peut te voir ou un truc comme ça. Le gars, donc, ça veut dire le gars, il a son imprimante qui se déclenche et il a un papier qui sort, mais c'est voilà, comme dans les films d'horreur en fait. Exactement. Et donc on fait ça et du coup pareil pour l'imprimante, on le voit réagir en live, il fait c'est trop ouf, il y a quelqu'un qui m'écrit, ça a allumé mon imprimante. En plus, elle est juste à côté de la chambre de mes parents. Il était tard. J'ai pas le droit d'être sur l'ordinateur. Ça fait un bruit monstrueux. Encore une fois, je rappelle le contexte. On est en 2000. Les imprimantes, elles sont un peu plus bruyantes qu'aujourd'hui. Je vais me faire tuer. Donc on rigole bien et là on décide de lancer donc l'interface Matrix où on peut chatter et lui soit tu lui donnes la possibilité de répondre, soit tu lui donnes pas et du coup il voit que ce que t'écris. Et donc on lance ça, on lui donne la possibilité de répondre, mais on lui écrit écoute c'est pas un virus, c'est nous. Je crois qu'à l'époque on s'était même donné des noms de hackers, alors vraiment. Faudrait que tu me retrouves ça, c'est génial. Ouais, mais je m'en souviens pas malheureusement, mais donc machin, c'est machin et machin. On a pris le contrôle de ton ordi, voilà. Et là, réaction surprenante, le mec fait waouh les gars, c'est trop cool. Ah ouais, pas du tout rancunier. Ah, okay. Non, pas du tout rancunier. Il disait ça explique pourquoi. Il se passe ce qui se passe. Donc on lui dit bah ouais. T'inquiète pas, il fait franchement c'est trop cool, ça me dérange pas du tout. Le seul truc c'est que mon ordi du coup il est ultra long. Je peux quasiment plus rien faire. Donc est-ce que vous pouvez arrêter quoi en gros. Ça m'arrange pas en fait. Bah non.
Et on lui a dit, bah, pas de problème. Et puis, dans Sub7, il y a un moyen d'éjecter le rootkit. Alors, encore une fois, avec du recul, maintenant, en sachant ce que je sais, probablement que, déjà, quand tu installes le master Sub7, à mon avis, tu deviens toi-même rootkité, hein, ouais. parce que c'est très probable que ça se passe comme ça. Et puis, même si tu désactives le rootkit pour toi, probablement qu'il restait quand même et qu'il était transféré à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est assez probable. J'ai jamais investigué, mais voilà. Et donc, du coup, on a arrêté. On avait passé un bon moment. Et donc, voilà, on a arrêté la suite complètement de le faire, puisque... Non, mais une grosse partie de l'attirance pour ce truc-là, effectivement, t'as un espèce de pouvoir incroyable, mais tu veux pas faire de mal, tu veux juste, c'est juste fascinant, donc je comprends tout à fait. C'est exactement ça, c'est de se dire, déjà à l'époque d'avoir ton propre ordi, t'avais l'impression de pouvoir faire 1000 choses. C'était les débuts d'Internet les débuts. C'était encore assez au début, et donc du coup t'avais un immense contrôle. Mais alors là, passer à pouvoir contrôler l'ordinateur de quelqu'un d'autre, voilà, c'était resté en France, c'était un Français, mais pour faire du bon social engineering, faut parler la langue de la personne que tu essayes d'attaquer quand même. Donc voilà, mais bon, voilà, t'es à l'autre bout de la France. Alors, je me souviens plus où il était exactement, ça tombe, il était dans la même ville, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, tu contrôles un ordinateur à distance, tu fais ce que tu veux, donc ça te donne cette sensation de pouvoir, pas sur la personne qui est en face, mais vraiment sur son matériel. Tu contrôles un environnement qui t'est complètement étranger. Donc, puis voilà, après ça t'amène au réseau, aux failles de sécurité, et puis tu rentres peu à peu dans le coding, et puis tu professionnalises, et puis 25 ans plus tard, ça devient ton métier. Mais du coup, c'est marrant, si tu parlais de social engineering, du coup, ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même un petit peu... comment dire, le hack le plus fréquent, en fait, c'est de passer par les gens. On dit souvent que la faille de base, c'est les gens. Tu vas trouver la personne, tu lui dis, je suis ton banquier, file-moi ton mot de passe, tu vois, des trucs comme ça. C'est 98% des hacks, de toute façon, c'est à un moment donné, il y a eu un facteur humain. Et tu sais que tu vois, du coup, tu connais peut-être Kevin Mitnick. Oui, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il est décédé, je crois, il y a moins d'une semaine, là, en fait, tout récemment, du coup, moi, j'ai son bouquin, là, je crois qu'il est plus édité, apparemment, L'art de la supercherie. Donc, j'avais dévoré quand j'étais gamin, parce que c'était incroyable ce qu'il faisait. Il se faisait passer, enfin, je veux dire, c'était à l'époque où lui, il piratait des systèmes téléphoniques, je crois, avant même qu'il y ait Internet. Et c'était incroyable ce qu'il faisait. Enfin, c'est vraiment digne des plus grands films d'ailleurs, ils s'en sont tous inspirés. Hein, je veux dire, c'est romancé, bien entendu, mais le fond est vrai. Hein, ça marche vraiment comme ça, quoi. Bon, top. Voilà. Donc, c'est pas forcément la plus jolie des manières de rentrer dans le monde du développement et de la tech. Moi, je la trouve fun. Écoute. Moi aussi. Cool. Du coup, donc ensuite, là, ton expérience pas celle actuelle, celle d'avant, je crois que tu as été CTO d'une boîte que tu as cofondée pendant longtemps. Tout à fait. Du coup, ça t'a fait... je sais pas si tu avais été CTO avant, mais du coup, tu as une bonne expérience de CTO en tout cas. Est-ce que tu as une grosse bêtise que tu as faite pendant cette période? Oui, forcément, déjà, parce que je suis humain, tout simplement. Donc, on en fait tout le temps. En plus, j'ai commencé, donc, quand j'ai cofondé Simplified, j'avais 25 ou 26 ans. Donc, assez jeune, quand même. Okay. Et donc, des bêtises, j'en ai fait plein à tous les niveaux, quasiment. Forcément, CTO, quand tu confonds quelque chose, et c'était en 2012, tu passes par toutes les étapes, hein. T'es pas tout de suite à recruter, donc tu fais dev, si tu recrutes un petit peu, tu fais lead dev, et puis architecte, et puis CTO, management, cross équipe, etc. Donc à toutes ces étapes-là, j'ai fait des erreurs. La pire. Je vais pas parler du recrutement parce que ça tout le monde l'est fait de toute façon, et c'est un sujet, voilà, c'est super dur. Mais la bêtise technique que j'ai faite la plus grave et qui a traîné tout le long en fait de Simplified, c'est que quand j'ai commencé, donc j'avais déjà une expérience de dev web, mais j'étais un peu à me poser des questions sur la stack à employer pour le projet qu'on avait. Et donc j'ai un peu cédé à la hype du moment, et en 2012 la hype du moment c'était la min stack, le M pour MongoDB. MongoDB qui apparemment est devenu une technologie correcte aujourd'hui pour certains cas d'usage,
et qui à l'époque ne l'était pas du tout, genre pas du tout. Ça a vraiment l'avantage d'aller très vite en fait, hein, tu fais tout. Mais en fait, c'était pas performant. Le fait que notre business, en fait, je l'avais pas analysé correctement. Donc j'ai vraiment sauté dans le hype train de la mine stack sans me poser de questions plus que ça. Et en fait, pas de garantie sur la consistance des données. Ok. Write log global sur la DB à chaque fois, à chaque écriture. Donc ça scalait pas du tout. Mais le vrai gros problème, c'est le manque de consistance et le manque de schéma Ouais, a priori. c'est l'avantage qu'on voit au début, c'est que du coup, c'est pas contraignant du tout. Non, Tu mets tout ce que tu veux dedans, sauf qu'à un ouais. moment, tu payes le fait de pas avoir réfléchi à ces contraintes-là, en fait. Tu payes doublement parce que les technologies not only SQL, en fait, c'est vraiment du pas SQL du tout. Donc du coup, t'as pas de relation. Alors que quand ton business model il est fortement basé sur des relations entre les entités, comme c'est le cas pour 99,9% des applications SaaS, du coup, tu dois tout transférer, la recoder toi-même au niveau de l'applicatif. Donc, c'est beaucoup Donc de tu travail réinventes un pour peu pas la roue, grand-chose. en fait. Voilà, tu Ouais, réinventes la ouais. roue de manière moins performante. Et du coup, comme c'est toi qui es propriétaire qui est responsable de ça, c'est aussi toi qui introduis tes erreurs dans les relations. Sauf que la data, quand elle est corrompue, entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans un soft. Parce que va trouver l'erreur, quoi. Donc en fait, du début, on est parti là-dedans et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je quitte Simplifield, on est resté avec cette technologie-là et on a passé notre temps à écrire des scripts pour réparer les données. Ouais, donc tu as Avec le temps, payé, on s'est quand même professionnalisé, donc et puis la technologie a un peu évolué, donc on souffrait un peu moins à la fin. Mais j'ai fait souffrir pas mal de mes devs Ah ouais, ok. en restant. En fait, le problème, c'est que bon, c'était une erreur, je le reconnais. Ce que je voulais pas accepter, certainement pour des raisons d'ego, on en souffre Ok. tous, mais moi peut-être un peu plus particulièrement, que c'était une erreur et qu'il fallait changer tout de suite. J'avais pas encore l'expérience des gros changements de moteur de données, de DB, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me disais, bon, et c'est quand même toujours possible d'arriver à faire des trucs. Enfin, je veux dire, MongoDB, ils ont quand même eu du succès. Il y a des gens très intelligents qui l'utilisent, ils arrivent à l'utiliser, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc je me cachais un peu derrière ça, alors que fondamentalement, non, Mais du coup, tu avais ton équipe qui te disait là, on peut Ouais, plus, il faut ouais, qu'on change. Il faut tout qu'on le temps, change. tout Ouais. le temps. Dès le premier dev d'ailleurs, Ah ça ouais, c'est ok. en fait ça au final c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est celle-là, c'est que le premier dev un peu plus orienté back que j'ai recruté, qui avait plus d'expérience que moi, qui était meilleur que moi, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais recruté, et qui me disait il faut changer, je l'ai pas écouté. Alors tu te demandes pourquoi tu recrutes quelqu'un de cher entre guillemets, même si c'était pas non plus le plus gros salaire du monde, mais qui est plus intelligent que toi, qui a plus d'expérience que toi, Ouais. qui sait mieux faire que toi, et il te dit un truc et toi tu dis non, on va y arriver. Et en fait, t'embarques tout le monde avec cette décision-là. Donc Nico, Seb, Swan, si vous m'entendez, je suis désolé, voilà long overdue, mais Ouais. Ouais. voilà, vous Après, aviez c'est, tu raison. vois, enfin, c'est quand même dur. C'est-à-dire que c'est une décision qui est difficile parce que c'est un énorme changement. C'est-à-dire qu'en fait, changer ta base de données, c'est un petit peu souvent le cœur de ton appli. C'est comme, voilà, changer le moteur de ta voiture pendant qu'elle roule. Tu vois, c'est pas simple. Ça a des impacts un peu partout. Donc, ça a un coût et donc, c'est toujours difficile de se dire, OK, est-ce qu'on prend ce coût maintenant qui est élevé, qui va nous faire gagner tout le reste du temps plein de choses. Tu vois, c'est difficile de peser le bon. Donc, je comprends, en fait, Ouais, le côté voilà, difficile de prendre cette décision-là. mais le pire dans l'histoire, c'est que je pourrais me réfugier derrière l'excuse de on était focus sur le business, à développer l'activité, et mes associés plus business oriented me disaient qu'il fallait continuer. Je pourrais dire ça alors que c'est pas vrai. Ok. C'est pas vrai parce que il était encore suffisamment tôt, on se cherchait en tant que boîte, donc on avait quelques clients bien entendu, mais on était VC backed, donc on avait quand même voilà, on pouvait mener ce genre de chantier, ça aurait pas eu de grands impacts.
Et en plus de ça, donc l'un de mes associés qui était business oriented, lui, il avait une double casquette, école de commerce, école d'ingé. Et donc, il avait quand même une certaine expérience du relationnel. Et il me demandait toujours pourquoi il pouvait pas prendre la DB, faire ses stats pour analyser le comportement des clients. Je lui disais, bah non, parce qu'en fait, nous, c'est MongoDB. Il fait, mais on peut pas... Et moi, je vais pas apprendre MongoDB, j'en sais rien, je sais faire du SQL. Et donc, même eux, en fait, ils me disaient pourquoi on a fait ça. Et donc, en fait, j'étais vraiment... seul contre tout le monde, et non, mais c'est intéressant, ça veut pas toujours dire que t'as tort, mais là c'était le cas, quoi. Non, mais ce point-là il est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup le point de vue tech, mais tu as le point de vue effectivement métier, data analyst autour, ou voilà, des gens qui ont un peu mis les mains dedans, qui savent un peu ce que c'est faire des requêtes SQL, etc. Et effectivement, alors moi je leur donne pas accès à la DB principale, mais tu peux avoir une copie de la DB facilement, tu peux avoir des choses qui leur permettent de faire de l'analytics, et c'est vrai que c'est un gros point fort encore d'utiliser des bases. Bah ouais, c'est un peu, enfin c'est tellement vieux et tellement partagé que tellement éprouvé, c'est éprouvé. Pourquoi t'embêter, quoi. Donc peut-être que Mongo c'est devenu bien, peut-être qu'il y a encore plein de cas d'application, mais choisissez Postgre. Si vous avez un doute, choisissez Postgre. C'est dans le doute, j'aime bien ça, dans le doute. Si tu sais pas si tu dois faire du SQL ou fais du SQL, fais du SQL, tu verras après, tu sauras. Ce sera toujours plus facile de le faire. Top. Non, mais je trouve hyper formateur comme expérience, et je trouve c'est un retour d'expérience hyper intéressant parce qu'il y a des gros débats là-dessus, et du coup voir quelqu'un qui a fait l'erreur, qui l'a analysé, et pourquoi, je pense que c'est intéressant pour plein de gens qui sont dans ce moment-là. Tu sais, ce moment où ils se décident, ils se disent Mongo c'est cool, Postgre machin, et ils vont mettre du temps à réaliser si c'est le bon use case ou pas. Ouais, mais mais là pour le coup, c'est même pas une question d'analyse, c'est que tout le monde me le disait, quoi. Donc c'est une erreur humaine, en fait, c'est une erreur de jugement, c'est une erreur de comportement. Bon voilà, j'étais jeune. Ça arrive. On s'en fait pas passer, quoi. On en fait plein. Et du coup, Georges, sur une autre question, est-ce qu'il y a un sujet un petit peu marquant sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière ? Alors oui, du coup maintenant je fais attention quand j'ai des opinions un peu tranchées comme ça, j'essaye d'essayer de les remettre en question quand même de temps en temps et de pas rester. C'est bien d'avoir des opinions tranchées, il en faut. Il faut une direction, même si c'est pas la bonne. Il vaut mieux avoir un plan que pas du tout. Mais du coup, voilà, de temps en temps, je le remets à l'épreuve un peu de l'opinion publique. Et un des trucs sur lequel mon expérience dans le SaaS B2B a vraiment radicalement changé la donne, c'est encore une fois la hype, Facebook, move fast and break things. En fait, c'est vrai que dans certains contextes, encore une fois, donc faut bien toujours analyser le contexte. Et dans beaucoup de cas, encore une fois, il vaut mieux être move slow et break nothing, parce que tes clients, surtout dans le B2B, ils sont pas là à attendre la feature, la nouvelle évolution dans la semaine. C'est bien de pouvoir leur envoyer une newsletter, dire voilà, il y a ça qui a changé, mais c'est pas ça qu'ils attendent. Eux, ils attendent surtout que ton truc il soit stable, qu'il puisse être compté sur toi. Donc plus tu vas vite, plus tu fais d'erreurs. Donc non, on arrête. Faut shipper souvent pour éviter que... mais shipper sur l'environnement de pré-prod, de stage, shipper où vous voulez. Mais la prod, vous faites très attention. Mettez en place des process de qualité qui prennent du temps. Mais c'est essentiel. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur ce côté B2B, parce que c'est vrai que moi j'ai fait du B2B aussi, et tu as effectivement ce côté où tu as moins de clients. Donc les clients, des fois, par exemple, je sais pas, il y a des trucs qu'ils aiment pas qui changent. En fait, il y a des améliorations, c'est chouette, mais il y a plein de trucs qu'ils aiment pas qui changent. En fait, il y a différents types d'utilisateurs. Et en B2B, souvent, tu vas avoir des gens, c'est un peu leur quotidien, ton app, potentiellement. Et du coup, quand tu la changes du jour au lendemain, c'est pas agréable, en fait. Et du coup, tu te retrouves tout d'un coup avec plein de détracteurs, sachant qu'en fait, tu as peu de clients. Souvent, en B2B, tu en as moins. Donc, ça peut coûter vite assez cher. Ouais, et puis voilà, c'est comme tu dis, c'est leur outil du quotidien, c'est fait pour leur améliorer la vie, comme tout produit qui se respecte, mais là encore plus. Je veux dire, c'est et du coup mesure bien l'étendue des changements que tu vas faire,
voilà, on est vraiment dans une typologie de logiciel, mais ça s'applique à beaucoup de choses, hein, même pas que dans le B2B, à moins d'être Facebook encore une fois et d'avoir une grosse marge d'erreur possible. J'ai un exemple en tête, tu connais l'histoire de Theranos. Ouais. Bah voilà, Theranos, c'est ça, c'est une boîte qui, en fait, c'était une start-up appliquée à la santé, du coup, qui faisait des prises de sang, en fait, sur les gens et des diagnostics, et bah, ils ont voulu appliquer ça, Move Fast and Break Things, et en fait, dans ce cas-là, c'est la santé des gens, donc en fait, quand tu as des trucs pas fiables parce que tu vas vite, c'est bien trop grave. Donc c'est exactement ça. C'est exactement, enfin, c'est un très bon parallèle. Moi, ce que je disais souvent à mes équipes, c'est considérer qu'on fait un logiciel pour l'aviation, par exemple, ok. Et dans ces cycles-là, dans ces industries-là, tu verras jamais quelqu'un, enfin, tu vois, le logiciel qui tourne, ça fait 2 ans qu'il est fini, en fait, et qu'il est enculé dans tous les sens. Et voilà, le cycle, bon, alors, faites pas des cycles de 2 ans, mais voilà, il faut quand même prendre le temps de faire les choses, et ne considérez pas que vos utilisateurs sont là à attendre votre newsletter tout le temps. Enfin, des fois, c'est vrai, mais c'est rarement le cas, quoi. Donc move fast and break things, mais pas si c'est une centrale nucléaire, par exemple. Voilà, c'est move slow, break nothing, et puis t'essayes d'améliorer ton efficience après, mais commence pas à aller tous azimuts. Non, mais c'est ça, ouais. C'est des motos qui, des fois, on applique un peu trop à tout, et il faut se rappeler qu'il y a un contexte autour de ça et être capable de discerner. Exactement. C'est ça le plus important, en fait. C'est qu'on oublie très rapidement tout ce qui a donné naissance à quelque chose, et puis on n'en prend plus que at face value. Et non, il faut toujours s'interroger pourquoi il y a des gens qui font ça, et dans quel contexte ils évoluent, et est-ce que c'est le cas pour toi? Généralement, c'est non. Okay. C'est non. Ok, non, mais hyper intéressant comme discussion. J'aime bien ces trucs de recontextualiser des lois un petit peu des fois qui deviennent trop larges, trop at face value, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a, du coup, bon, ça rejoint un peu ça, mais est-ce que tu as actuellement une opinion très tranchée sur un sujet? Ouais, bah, comme je te le disais, oui, hein, j'en ai plein. En fait, pour être tout à fait transparent avec toi, je suis dans une longue réflexion sur la taxonomie du logiciel, de ce que c'est un développeur, quelle est sa spécialité, etc. J'essaie de reprendre un peu les bases. Et pour le moment, une des opinions que j'ai, assez tranchée, c'est que... alors je vais encore lancer un chiffre, peut-être pas de prendre 99 parce que j'ai beaucoup utilisé, mais allez, on va dire 83%. Voilà, c'est purement arbitraire, mais c'est pour souligner une grosse majorité des cas. Des cas où il faut pas une armée de dev, quoi. Je veux dire, une armée de dev, j'ai pas eu des armées, mais j'ai quand même eu pas mal de dev dans mon expérience précédente. 25, voilà. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et déjà à 25, passe ton temps à régler des problèmes qui apportent rien au business et qui sont inhérents à la taille, en fait, de ta structure. Et qui sont... Alors, je vais pas dire que... Parce que ce serait une insulte aux personnes qui faisaient du mauvais travail ou qui n'avançaient pas ou machin. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste qu'il y a une sorte d'inertie qui se crée qui est pas du tout compatible avec la création d'un logiciel de qualité et qui est absolument pas nécessaire, en fait. Je vais enfoncer des portes ouvertes et je vais dire des banalités, mais il y a un truc qu'on dit beaucoup dans notre métier, c'est qu'on fait pas un bébé avec 9 femmes enceintes, tu vois. Oui, je vois très bien. Voilà. En un mois, tu fais pas un bébé en un mois. Tu fais pas un bébé en un mois avec 9 femmes enceintes. Ouais, c'est ça. C'est toujours pour ça. Enfin, c'est toujours la même chose. Dans des équipes, on veut faire tout en même temps, et pour un peu s'éviter tout ce qui est priorisation, qui est super important, parce que justement, savoir décider, c'est savoir renoncer, et du coup te poser et te dire non, ça on le fait pas, on fait ça d'abord, et quand on a fini ça, tel truc, et donc ça, on passe à ça. C'est difficile de faire ça. C'est un exercice ultra difficile parce que c'est un exercice consensuel. Donc il faut le faire, il faut manager les personnes dans une réunion, ça peut durer longtemps, et on a un peu l'impression des fois qu'on fait des réunionites et que ça avance pas. Et ça, c'est généralement pour une autre raison, c'est que c'est très difficile d'animer ce genre de réunion, mais c'est essentiel.
Et à la fin, du coup, nous, on va se dire, bon, comment on peut faire pour faire ces deux trucs-là? Parce qu'il y a aussi des fois la pression des clients, enfin des utilisateurs. Il y a celui-là qui veut ça, il y a celui-là qui veut ça, et on essaye de tout faire passer. Et donc, tu te mets à te dire, bon, bah, la seule manière de paralléliser, c'est de recruter. Mais en fait, à moins d'être ultra organisé, d'avoir des features très orthogonales entre elles, où tu peux justement te retrouver avec beaucoup de personnes, mais avoir des feature teams très orthogonales qui nécessitent pas de communication, très silotées, qui posent d'autres problèmes au demeurant. Après, une fois que tu as tout le monde de siloté, ça peut être dangereux aussi. Tout ça pour essayer d'avancer plus vite, mais ça marche pas. Toi, t'aurais été plus vite au final en prenant des bonnes décisions et en faisant les choses de manière assez séquentielle. En fait, quand tu y penses, c'est tout ce que nous dit l'agilité. Je veux dire, on a juste bloqué des quantas de temps, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Il y en a qui diront qu'un mois, c'est plus de l'agilité, mais ça se défend. Encore une fois, une question de contexte. Mais c'est de se dire, voilà, on se défocus pas de ça. Ouais. Et quant à ça, tu as du coup besoin de beaucoup moins de personnes pour faire un truc de qualité. Il y a plein de trucs intéressants dans tout ce que tu dis. Il y a déjà, je pense, la valeur de la frugalité, c'est-à-dire quand tu n'as pas beaucoup de moyens, ça te force à vraiment prioriser, à te poser les bonnes questions et donc du coup à être peut-être plus pertinent dans ce que tu délivres. Donc il y a des bouquins sur le fait qu'en fait c'est les équipes les plus contraintes qui innovent le plus justement, qui avancent le plus vite. Donc, je trouve ça intéressant dans ton point. Et après il y a le fait effectivement plus tu rajoutes de gens, plus tu rajoutes potentiellement des structures communicationnelles. Il y a des dessins comme ça où tu vois 2 personnes, mais en fait il y a juste un canal de communication. Quand il y en a 3, Enfin tu vois c'est voilà. C'est exponentiel quoi. Voilà, exactement. La complexité du truc grossit et donc forcément ça ralentit. Et donc à chaque fois que tu ajoutes une personne de plus, la valeur qu'elle ajoute, elle n'est pas linéaire en fait, elle est peut-être logarithmique même, tu vois. Ouais. Et je l'ai vécu. Et tu as raison de le dire. Le terme frugalité est super intéressant. Et alors moi, mon expérience, elle vient principalement justement d'un monde backé par des VC, donc monde de growth, et qui te pousse un petit peu d'ailleurs justement à essayer d'accélérer forcément ta croissance en injectant de l'argent, en mettant la solution à tous tes problèmes en fait, c'est de mettre plus. Et du coup, tu perds un peu puisque tu as les moyens de le faire, tu te dis pourquoi pas. Autant tout faire, je vois très bien. En fait, ça demande déjà de l'avoir fait plusieurs fois pour vraiment le maîtriser. Certaines typologies de personnes, et moi j'étais pas, parce que c'était mon premier poste, donc voilà. Ouais. En tout cas, en ayant réfléchi à tout ça, je me dis en fait. Et je pense que c'est très dur. Après, c'est ça qui fait des boîtes aussi qui cartonnent. C'est très dur de faire une boîte avec beaucoup de personnes et de l'organiser correctement, comme tu dis, pour bien paralléliser au maximum, pour minimiser finalement la communication nécessaire entre les équipes pareilles. Enfin bref, c'est un vrai métier. Je pense que je pense qu'il y a des gens qui font ça bien, mais c'est difficile. Ouais, puis généralement les gens qui font ça bien, c'est pas inné, ça s'apprend réellement. Il faut 10-15 ans d'expérience en ayant un peu vécu tout ça pour ensuite savoir le faire correctement. Essayer des trucs. Ok, top. On arrive à ma dernière question pour toi. Est-ce que si je te demande s'il y a un truc qui t'énerve de manière générale? Ouais. Alors j'ai un caractère assez sanguin, donc il y a des choses qui m'énervent dans l'instant. Mais non, il y a un truc qui m'agace, qui m'agace, c'est les gens qui essaient pas. Voilà, je vais dire tout simplement. Ouais. Voilà, j'ai horreur du statu quo. Je préfère quelqu'un qui choisit qui choisit une direction différente, parce que elle sera qualifiée de mauvaise que si il arrive au bout du chemin et qu'il se rend compte que c'était une voie sans issue. Mais voilà, je préfère quelqu'un qui avance et qui se trompe que quelqu'un qui a peur d'avancer, qui se cache derrière son petit doigt, qui est assez attentiste. J'aime pas ça. Parce qu'en fait, c'est aussi une sorte de moyen de prendre de risques. Et surtout de mettre la responsabilité sur les autres, quoi. Oui. Donc je trouve ça au final assez égoïste aussi en termes d'attitude. Enfin, voilà, non, mais je vais pas citer le nom parce que j'en ai pas. C'est une attitude qui me déplaît. Voilà, de manière générale, ça me déplaît. Non, mais ça va avec le tempérament d'entrepreneur. En fait, les entrepreneurs souvent sont des doueurs et donc en fait ils prennent des décisions vite, ils essayent d'avancer. Et donc effectivement,
Les gens qui prennent pas de décision aussi, potentiellement, ils te ralentissent. Ça veut pas dire qu'il faut toujours prendre une décision. Des fois, c'est aussi logique des fois de dire j'attends un peu avant de prendre la décision. Mais tu peux prendre la décision, c'est pas pour toi. C'est pas à toi de la prendre. Mais de manière générale, quand tu fais jamais rien et que et que t'essayes pas, c'est pour moi une manière de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. De toute façon, il y a une phrase, tout le monde dit, il y a que celui qui fait rien et qui se trompe pas. Moi, j'ai été élevé, mon père m'a toujours dit ça, toujours dit ça. J'étais biberonné à cette phrase. Et c'est vrai, ok. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ok, écoute, on arrive au bout. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu discuter 2 heures, fastoche. Ouais, facile. Et encore, il y a plein de trucs que j'aurais voulu dire. Ça marche, mais tu me diras, on fera un épisode si tu veux dire d'autres trucs. Un jour. Ça marche. Promis. Je te propose de te laisser le mot de la fin. Justement, du coup, s'il y a un truc que tu n'as pas dit, que tu as envie de dire, c'est l'occasion. Je te laisse. J'ai plutôt envie de réinsister sur le fait de faire des choses. Surtout en France en ce moment, remettons de l'industrie, construisez des choses, que ça soit des plans, des dessinés, faites de l'art, mais faites quelque chose, que ça soit intellectuel ou manuel ou quoi que ce soit, mais on a besoin tous de remettre les mains dans le cambouis. Okay. Et de faire avancer Schneelblick. On a quand même des gros enjeux devant nous qu'on n'a jamais connus. Enfin, on a une époque, alors je sais pas si c'était vrai il y a 50 ans, je vivais pas il y a 50 ans, je peux pas savoir si c'est toujours été comme ça ou si c'est spécial en ce moment, mais on vit une époque où il y a plein d'opportunités, il y a aussi des gros enjeux qui sont devant nous et on peut pas, encore une fois, on peut pas rester attentiste, faut tenter des trucs et le seul moyen que ça émerge, c'est soit de faire, soit de permettre aux autres de faire, mais dans tous les cas, il faut pas se mobiliser, faut pas s'immobiliser. Okay. Donc s'il vous plaît, faites ça. Ça veut pas dire créer votre boîte, hein, ça veut juste dire faites des trucs, que ça soit pour le monétiser ou pour votre propre plaisir. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on trouve des trucs, c'est comme ça qu'on débloque les situations. Et voilà. Ok, bon, super. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Bon, top, merci beaucoup, c'était riche, c'était hyper intéressant. Merci à toi, Mathieu, pour ton temps, c'était chouette de te rencontrer. Ouais, c'était avec plaisir. Et je te dis, on fera une suite. Avec plaisir, ça marche. Salut, à bientôt. Salut, Jean. À bientôt. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.